Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Après une vidéo d'introduction à la lecture de Jung mise en ligne cet été, cette présentation est la troisième présentant les concepts de base de Jung, après celle sur l'archétype et le moi, et celle sur l'ombre qui suivra le mois prochain. Ces présentations sont dans un format bref, de 30 à 40 minutes, qui vise à n'être qu'une introduction, un exposé de l'essentiel ouvrant sur différents développements avec des indications de lecture, de présentation et de conférences permettant d'aborder le sujet. Le site internet groupe-jung.fr vous tient au courant des présentations disponibles et de celles qui sont en préparation. Dans sa pratique psychiatrique expérimentale, Jung a pu observer dès ses débuts à Zurich des associations émotionnelles, des ensembles d'idées, d'affects et de souvenirs qui fonctionnent comme un tout et peuvent dominer le sujet de façon consciente. Il a nommé les thèmes qui les suscitaient des complexes. Et le complexe et son lien avec l'archétype est au cœur de la psychologie analytique. Et d'ailleurs, Jung, à ses débuts, nommait sa psychologie la psychologie complexe. Dans le langage courant, on dit d'ailleurs que quelqu'un a un complexe, et cela signifie qu'il se sent avoir un défaut qu'il croit visible de tous et qui le met mal à l'aise, voire génère de la honte. En psychologie, le terme n'a pas été inventé par Jung, il existe depuis la fin du XIXe siècle. Mais Jung en a donné une définition différente de celle de ses prédécesseurs, et en particulier de celle de Freud, qui s'est essentiellement concentré sur le complexe d'Œdipe et son lien avec l'instinct sexuel. Pour Jung, un complexe est une collection d'images et d'idées regroupées autour d'un noyau dérivé d'un ou plusieurs archétypes et caractérisé par une tonalité émotionnelle commune. C'est la définition qu'en donne Andrew Samuels. La psyché peut être décrite comme un réseau de complexes qui peuvent être adaptatifs et progressifs, mais aussi mal adaptés et régressifs. Les complexes font partie de l'inconscient personnel et ils sont reliés à l'inconscient collectif par les archétypes qui en forment le cœur. Comme jeune psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Zurich, le Burg Hölsli, Jung a développé un usage nouveau de l'expérience des associations qui préexistaient. Au lieu de s'intéresser, comme ses prédécesseurs, aux régularités dans les réponses, il a recherché les perturbations, celles que révélaient des temps de réponse allongés, certains types de réponses ou des indices corporels. Tous ces indices de réaction émotionnelle perturbant les réponses lui ont, par regroupement autour des thèmes problématiques pour le sujet, permis de développer la théorie des complexes, dont il a pu observer les effets également dans l'entretien clinique et l'observation des comportements et des affects. L'expérience des associations se déroule de la façon suivante. Tout d'abord, une liste de mots, en général 100 mots, sur une liste normée. Donc cette liste de mots est énoncée au sujet, un par un, et on lui demande à chaque mot de répondre par un seul mot. Après une pause, on demande à nouveau au sujet, en réponse au même mot dans le même ordre, de répéter ce qu'il avait associé. Tout au cours de leur expérimentation, la lecture initiale et la répétition, l'expérimentateur note les temps de réaction, les mouvements, les déviations de la consigne, les persévérations, c'est-à-dire les effets émotionnels se répercutant sur les mots ultérieurs qui semblent pourtant neutres. Il note également les stéréotypies, qui sont les associations qui sont répétées comme une litanie en réponse à plusieurs mots stimuli,
On note aussi les reproductions défectueuses lors du second énoncé de mots. Cette observation permet d'établir des indices de complexes et d'en établir une carte par regroupement autour des thèmes complexuels. Jung donne de nombreux exemples de ces expériences d'association, essentiellement dans les textes qui sont regroupés dans le volume 2, Recherche expérimentale, de ses œuvres complexes, volume qui n'est malheureusement pas traduit en français. On en trouve cependant de nombreux exemples dans L'homme à la découverte de son âme et qui permettent de suivre le cheminement de Jung vers la découverte des complexes. Je vous reproduis ici un extrait, pages 146 et 147 de L'homme à la découverte de son âme, et il s'agit de l'expérience faite avec un infirmier, et je repère ici les mots incitant à une réaction. On voit que aux mots eau, rond, chaise, nager, bleu, les temps de réaction sont inférieurs à 1 seconde. Par contre, le mot couteau crée une réponse après seulement 4 secondes. Et les mots aider, poids et prêt qui viennent ensuite font l'objet d'un impact porté par l'événement émotionnel lié au couteau. Plus loin dans la liste se présente le mot lance, et à nouveau on voit un temps de réaction allongé. Puis le mot battre crée un temps de réponse allongé qui se propage sur le mot arbre. Enfin, le mot pointu voit également un temps de réaction prolongé et une reproduction inexacte. Après analyse de cette expérience, Jung interprète à cet infirmier qu'il a dû avoir dans le temps une histoire fort désagréable, probablement une bagarre au couteau qui a sans doute eu des conséquences fâcheuses. Cela s'avère exact, une bagarre qui avait valu à l'homme de la prison et qu'il cachait soigneusement dans sa nouvelle vie. La définition concise que donne Jung du complexe dans le lexique de Ma vie est la suivante. Les complexes sont des fragments psychiques dont la dissociation est imputable à des influences traumatiques ou à certaines tendances incompatibles. Comme le prouvent les expériences d'association, les complexes interfèrent avec les intentions de la volonté et perturbent l'activité consciente. Ils provoquent des troubles de la mémoire et un blocage du flux d'association. Ils apparaissent et disparaissent selon leurs propres lois. Ils peuvent obséder temporairement la conscience, ou influencer la parole ou l'action par une voie inconsciente. Bref, les complexes se comportent comme des êtres indépendants, ce qui est particulièrement évident dans les états anormaux de l'esprit. Dans les voies qu'entendent les aliénés, ils prennent même un caractère d'ego personnel, comme celui des esprits qui se manifestent par l'écriture automatique ou d'autres techniques du même genre. L'expérience des associations a ainsi permis à Jung de donner une base expérimentale solide à sa théorie de la psyché. Dans la pratique clinique d'aujourd'hui, on ne procède pas par passation de tests, bien que beaucoup d'instituts jungiens dans le monde incluent l'apprentissage de ce test par les analystes en formation, non pas pour l'utiliser, mais pour en connaître la mécanique. Et aujourd'hui, donc, on repère les indices de complexe, qui sont des verbalisations, des conduites, des schémas relationnels, des états émotionnels, des états physiques, des fantasmes et bien sûr des rêves. Au niveau individuel,
Lorsqu'on ne se reconnaît pas dans une action et qu'on semble irrépressiblement amené à se comporter d'une façon différente de ce dans quoi on se reconnaît, on peut supposer l'existence d'un complexe qui se saisit de nous. Le complexe est une structure générée par l'émotion. Il se forme par amalgame de modèles issus d'impressions et de schémas de réponse, soit les images, souvenirs, sentiments et émotions, états physiologiques, schémas de pensée et organisation cognitive. Et puis des attitudes, les mécanismes de défense et des schémas de comportement. Les complexes sont dépendants des événements les déclenchant et des schémas de relation d'objets et des styles d'attachement du sujet. Dans la cure analytique, il est utile de différencier les éléments d'un complexe pour identifier quels éléments doivent être interprétés pour créer des liens entre les différents aspects de l'expérience. Si on regarde les origines du complexe, qui est donc essentiellement relié aux émotions et aux affects, et ce sont ces affects qui, à leur apparition, dépassaient les capacités de métabolisation du sujet, qui se jouent dans les complexes. La définition de Jung, que nous avons vue ci-dessus provenant de ma vie, listait deux origines possibles à la fragmentation de la psyché en complexes. Les influences traumatiques, par exemple, une expérience de harcèlement scolaire peut consteller un complexe victime-persécuteur qui va structurer la perception des relations avec autrui. Une absence, réelle ou psychique, d'un parent peut consteller un complexe d'abandon, ou au contraire un complexe de héros, par exemple. Enfin, les tendances incompatibles sont ceux en quoi nous et notre environnement ne nous reconnaissent pas, et qui va se consteller en particulier dans le complexe de l'ombre. Nous verrons d'ailleurs que certains complexes se retrouvent chez tous les individus avec une coloration personnelle. Ce sont les complexes parentaux et les grandes structures de la psyché. Alors, quels sont les déclencheurs et les activateurs du complexe? Ce qui se passe, c'est que quelque chose, dans l'ici et maintenant, rappelle ce qui est arrivé dans le passé, provoquant dans toute son intensité émotionnelle la remontée à la surface du souvenir de cet événement fondateur. Il ne s'agit pas tant du souvenir que de son effet psychique, car cette réactivation est souvent inconsciente. C'est la nature de l'émotion vécue qui active le complexe. Et cette activation est irrésistible et inconsciente. On ne peut pas faire autrement que de se comporter d'une façon qui ne correspond pas au moi conscient. Les complexes sont dotés d'une charge affective autonome qui a donc tendance à s'imposer au conscient de façon répétitive. Ces contenus chargés émotionnellement, à tonalité affective, viennent agresser le conscient selon un mode de constante répétition. Et les complexes tirent leur énergie des formations archétypiques et de la luminosité de celles-ci. Les complexes ont en effet un noyau archétypal avec une couche superficielle personnelle. L'archétype est au centre du complexe et il fonctionne comme un aimant constellant de façon répétitive tous les éléments apparentés, les liant et en confirmant la charge. Les contenus de l'inconscient personnel sont surtout ce qu'on appelle les complexes à tonalité affective, nous dit Jung, complexes qui constituent l'intimité personnelle de la vie psychique. Par contre, les contenus de l'inconscient collectif sont les archétypes. Comme l'archétype, le complexe a deux pôles et je vous renvoie en l'occurrence à la présentation sur l'archétype où ce point a été présenté plus en détail.
Le complexe est donc une formation autonome qui est spontanée et envahissante. Nous lisons dans les problèmes de l'homme moderne, les complexes sont des masses psychiques qui se sont soustraites au contrôle de la conscience, dont elles se sont séparées pour mener une existence indépendante dans la sphère obscure de l'âme, d'où elles peuvent à tout moment entraver ou favoriser des activités conscientes. Chaque complexe a une attitude, un caractère, une mémoire. Et Jung écrit « Quand je dis que quelqu'un est possédé du démon, je décris réellement la situation. Le possédé n'est pas légitimement malade, il souffre d'une influence psychique invisible qui lui est impossible de dominer. Ce quelque chose d'invisible, c'est ce qu'on appelle un complexe autonome, un contenu inconscient soustrait à l'emprise de la volonté consciente. » Au-delà de son autonomie, le complexe est aussi essentiellement étrange. C'est l'image émotionnelle et vivace d'une situation psychique arrêtée. Et c'est en outre une image incompatible avec l'attitude et l'atmosphère consciente habituelle, d'où son étrangeté. Elle est par ailleurs dotée d'une forte cohésion intérieure, d'une sorte de totalité propre et à un degré relativement élevé d'autonomie. Sa soumission aux dispositions de la conscience est fugace et elle se comporte par suite dans l'espace conscient comme un corpus alienum animé d'une vie propre. Pour Jung, la voie royale vers l'inconscient est le complexe. Contrairement à Freud, pour qui c'est le rêve. Pour Jung, le rêve peut révéler le complexe, mais ce n'est pas le seul moyen. Chacun sait aujourd'hui que l'on a des complexes. Mais l'important, c'est que les complexes peuvent nous avoir. Et c'est une connaissance qui est moins répandue, mais qui a une énorme influence, une énorme importance théorique et clinique. L'unité de la conscience, mise en équivalence avec la psyché, et la suprématie de la volonté, qui ont longtemps été posées a priori sans examen, se trouvent sérieusement révoquées et mises en doute par l'existence même des complexes. On repère les effets du complexe, tout d'abord, par les symptômes. Les souffrances du sujet sont souvent reliées au complexe, qui structure l'histoire qu'il se raconte sur lui-même. Si le moi est identifié à un complexe, c'est ce complexe qui distribue la valeur, et non le moi. Le sujet est alors prisonnier de cette identification à un complexe. On peut souvent le repérer, par exemple, chez les sujets qui s'identifient à un rôle de sauveur ou parfois aussi de victime. Enfin, dans les rêves, les complexes en sont souvent les architectes, et les rêves nous permettent d'en voir la personnification et ainsi souvent d'en identifier les origines. La personnification du complexe peut se faire sous la forme de figures connues du rêveur, quand elles apparaissent dans une dimension symbolique et non pas en lien avec la nécessité de travailler une relation réelle, actuelle avec la personne. Le complexe peut également être personnifié sous la forme de figures mythiques et les lecteurs de Ma vie se souviennent du rêve que relate Jung avec la figure de Siegfried et qui personnifiait pour lui son mythe, son complexe de héros. La personnification des complexes résulte de la capacité de projection de la psyché. Et quand ils sont projetés sur des personnes réelles, il peut y avoir un impact sur les relations interpersonnelles avec les personnes personnifiant ces complexes.
Par exemple, par projection de la figure du persécuteur ou de la sorcière malveillante sur des personnes tierces, au-delà de celles qui peuvent avoir eu un rôle dans le déclenchement du complexe, les relations interpersonnelles avec ces personnes se teintent alors d'affects paranoïdes qui ne sont pas justifiés. A l'inverse, une identification avec un complexe d'enfant merveilleux peut aboutir à des relations empreintes d'une naïveté potentiellement dommageable. Elle peut aussi permettre à la personne une vie assez heureuse pendant longtemps. Les complexes structurent donc la psyché. Et il faut se rappeler qu'ils sont toujours en relation dynamique les uns avec les autres. Le complexe de l'enfant est bien sûr en relation aux complexes parentaux, et les structures universelles du moi, de l'ombre, de la persona, de l'animus et de l'anima, qui s'activent chez chacun dans l'interaction avec le soi, l'environnement, la culture et le réseau de complexes personnels. Et ce réseau de complexes conditionne la formation de la réalité interne. Ces deux schémas vous montrent tout d'abord la relation entre les archétypes de l'inconscient collectif, les archétypes de la conscience collective et le moi, qui les actualise sous forme de complexes, et la structure interne de la psyché, avec les complexes que l'on trouve chez chacun, le moi, la persona, l'ombre, l'anima et l'animus, en lien avec le soi, qui est en partie personnel, mais surtout en lien avec l'inconscient et l'interpersonnel, le transpersonnel. Les complexes sont souvent une internalisation des relations d'objets précoces. Les complexes parentaux en sont évidemment l'illustration, et ils existent chez chacun de nous. Ils ne dépendent pas seulement du père et de la mère biologique, mais aussi d'autres figures parentales et des archétypes très puissants de la mère et du père qui peuvent corriger certains aspects des figures parentales personnelles. Certains thèmes très fréquents des complexes peuvent aussi être reliés aux complexes parentaux et aux relations primaires. On peut penser au complexe du sauveur, au complexe de héros, au complexe de la princesse, et enfin au complexe complémentaire de l'enfant merveilleux et de l'enfant abandonné. Si l'on regarde tout d'abord le complexe mère, celui-ci va dépendre de la qualité de l'attachement primaire à la mère biologique, qui va en déterminer la coloration comme contenant psychique, qui peut soit permettre la séparation et l'individuation, ou au contraire enfermer l'individu dans un état de fusion, qui peut être vécu comme positif ou négatif, car il est tout aussi difficile de se séparer d'une mère trop bonne que d'une mauvaise mère. Le sacrifice qui permet l'individuation devient alors impossible, et je vous renvoie à l'ouvrage de Jung sur les métamorphoses et symboles de la libido. Même en l'absence d'expériences primaires suffisamment nourrissantes, les ressources archétypales permettent de réparer les capacités de vie et de soins qui sont associées avec le complexe mère et de sortir des angoisses dépressives qu'un complexe mère négatif et qu'une expérience maternelle négative constellent souvent chez les personnes. On retrouve donc chez chacun une figure ambivalente entre la madone et la sorcière, la bonne mère et la méchante belle-mère des contes de fées, et ce sont des éléments qui peuvent facilement être projetés sur les tiers tout au long de la vie.
Le complexe père est ancré dans la figure archétypale du père qui représente le logos, la clarté qui permet la séparation d'avec la mère, qui est l'obscurité du sein maternel, et cette séparation permet l'individuation. Le père est donc représentatif de la pensée rationnelle et de la capacité de discrimination, et il s'actualise chez chacun dans le complexe père en lien avec l'archétype du père. Jung lui-même est passé de la figure de son père, qui n'était pas très présent, à la figure du sage Philémon, dont la rencontre est indispensable. Celle du sage, pas forcément sous la forme de Philémon. Et cette rencontre est indispensable sur le chemin de l'individuation et du soi. La libération de la dépendance paternelle signe ainsi la capacité de transmettre à sa descendance et au collectif. Et ces complexes sont souvent organisés autour de thèmes ou de situations qui créent des sous-personnalités. Complexe d'infériorité, supériorité étant en général reliés, le complexe d'argent, le complexe lié à la sexualité, complexe de pouvoir, complexe de victime persécuteur, des complexes reliés à l'intimité, au succès, à l'échec ou à l'évitement. Il est donc essentiel pour la compréhension de la psyché de voir le jeu entre les complexes. En effet, le moi est un complexe qui se situe à la fois entre le conscient et l'inconscient, et le contenu provenant de ce complexe moi peut passer de la zone consciente à la zone inconsciente, et réciproquement. Ainsi, quand le moi est dans l'inconscient, alors il est projeté. Et à ce moment, la place de centre peut être occupée par un autre contenu, une dominante inconsciente. Le sujet dit « je », mais ce n'est pas le moi qui parle, mais un autre contenu en lui. Et si le moi est identifié à un complexe, c'est ce complexe qui va distribuer la valeur et non le moi. Le sujet reste alors prisonnier de son identification au complexe. Les charges affectives autonomes ou complexes, qui tirent leur énergie de l'archétype, viennent interrompre le cours des représentations et laissent la place sur le devant de la scène à d'autres représentations qui repartiront pour revenir à nouveau vers la conscience. Et les structures de l'ombre, du moi et de la persona s'engagent dans un ballet permanent. L'animus et l'anima s'activent dans un sens et l'autre dans leur rôle de médiateur entre conscient et inconscient. L'interaction du soi, de l'environnement, de la culture et du réseau de complexes de l'individu résulte en la structure narrative ou le mythe personnel qui est vécu, ainsi que la forme du chemin d'individuation de chacun. La psyché est donc composée de complexes qui ont une énergie et une autonomie spécifiques qui peuvent mettre en péril le désir de suprématie, d'unité et de continuité du moi. La reconnaissance de la dissociabilité de la psyché est essentielle pour la psychologie de Jung. Et il nous dit que les primitifs reconnaissaient leurs différentes âmes, et l'homme moderne expérimente ces complexes comme des symptômes, et aussi comme son inconscient. Chez la personne saine, le moi reste le sujet de son expérience, alors que chez le schizophrène, le moi n'est qu'un des sujets de l'expérience. En d'autres termes, dans la schizophrénie, le sujet normal s'est divisé en une pluralité de sujets ou en une pluralité de complexes autonomes. Le pouvoir de la conscience du moi de résister à la percée des contenus inconscients marque la différence entre la névrose et la psychose. En dehors des cas de dissociation psychotique, la capacité à reconnaître et à sortir de l'emprise d'un complexe dépend de la force du moi, de son autorité,
de ce que les anglo-saxons appellent la self-agency, un terme qui n'a pas une traduction univoque en français. Cette autorité du moi se constitue originellement dans les relations primaires et selon la qualité de l'attachement à ces figures primaires. On peut penser également aux théories de Fordham sur les déintégrations du soi primaire, mais aussi aux avancées des neurosciences actuelles sur la façon dont se constitue la structure neuronale. Le travail d'individuation est d'amener progressivement à la conscience, et donc sous l'autorité du moi, les contenus inconscients, qui sont le plus souvent organisés sous forme de complexes. Les complexes forment la trame du récit que nous élaborons sur nous-mêmes et qui devient notre mythe personnel. Le travail sur les complexes permet au sujet de rétablir une vision plus équilibrée de lui-même et de modifier le récit qu'il se fait de lui-même et qui conditionne son attitude et ses croyances vis-à-vis de lui-même et de ses capacités. En ce sens, l'histoire du sujet est toujours une fiction, un mythe qui se réécrit tout au long de la vie et en particulier de la thérapie. Une façon jungienne de travailler en analyse est donc de travailler avec les complexes. Et les interprétations visent à parler avec un complexe tout en restant conscient de l'interaction entre les complexes. Et les interprétations doivent parler affectivement et non seulement au moi conscient. Un complexe, nous l'avons vu, est souvent ressenti comme étrange par le patient et les interprétations s'adressant à ce complexe peuvent lui paraître étranges, d'autant qu'il s'agit d'engager les aspects dissociés de la psyché par une logique affective, parlant aux aspects blessés de la psyché. Il est nécessaire de parler au complexe de façon à ne pas parler exclusivement au moi, qui est dans la rationalité, et ce passage par le moi et la rationalité n'est pas le chemin principal de transformation par l'émotion. Et la prise de conscience émotionnelle se produit par conjonction des deux aspects, cognition et affect. Les complexes sont vivaces et tenaces. Ils sont l'expression de la pulsionalité et ils constituent les réponses que chacun a données aux questions archétypales. Ils incarnent un sens pour chacun, mais ce n'est pas nécessairement un sens positif. La transformation nécessite d'engager les aspects dissociés de la psyché. Et plus l'attitude consciente est négative et résiste dans la peur, plus l'apparence des contenus dissociés est repoussante, agressive et effrayante. Et l'on voit des figures monstrueuses dans les rêves en particulier. Je voudrais enfin vous parler brièvement d'un autre usage jungien du terme de complexe et qui est celui de complexe culturel, qui date de jungien beaucoup plus récemment que Jung, puisque si dès 1947 Joseph Anderson a décrit le domaine de l'activité et de l'influence inconsciente qu'il a appelé inconscient culturel, ce n'est qu'en 2004 que le terme de complexe culturel a été défini plus précisément. L'inconscient culturel, donc pour Anderson, peut être conceptualisé comme étant plus proche de la surface de la conscience de l'ego que l'inconscient collectif, dont nous comprenons que les modèles archétypaux proviennent. En 2004, donc, Thomas Singer et Samuel Kimples ont publié The Cultural Complex, Contemporary Jungian Perspectives on Psyche and Society, et qui a posé, en lien
avec la théorie des défenses archétypales du soi de Donald Kalshed, les définitions du complexe culturel. On voit que le groupe peut développer un système de défense semblable à celui de l'individu, mais dans ce cas, l'objectif du complexe est de protéger l'esprit du groupe ou l'esprit collectif plutôt que l'esprit individuel. Un tel groupe traumatisé ne présente au monde qu'un faux moi et le monde ne peut pas voir le groupe dans une identité plus authentique et vulnérable. Je voudrais essayer d'en faire une illustration très rapide, puisque c'est un sujet qui mériterait une présentation complète. Un exemple très rapide donc de complexe culturel tel que le décrit Catherine Kaplinski au vu de la psyché d'un individu. Ce texte est un article disponible sur le site aras.org. Il s'agit donc d'un Sud-Africain blanc et je vous montre un rêve qu'il fait après la fin de l'apartheid. Un petit garçon noir, dont je savais qu'il était Xhosa, c'est une ethnie noire sud-africaine, était assis sur une plage. La plage était très longue et très belle, avec un fort ressac. Si l'on regarde le ressac depuis la plage, il semble haut, avec de grosses vagues qui s'accumulent les unes sur les autres. Au-dessus du ressac, l'air était rempli d'une légère brume. Le garçon avait environ 4 ans. Il jouait avec un tas de kauris, des coquillages, qui étaient du bétail. Il mettait ce bétail dans un kraal, un enclos, fait de sable. Il était heureux. Je n'étais pas présent dans le rêve, je ne pouvais pas lui parler, seulement l'observer. Avant la fin de l'apartheid, cet homme avait eu une nourrice noire de l'ethnie Xhosa, et celle-ci avait pallié à l'incapacité de sa mère biologique à lui donner de l'amour inconditionnel. Elle était donc une part essentielle de la construction de son complexe maternel. La famille avait ensuite déménagé au Cap et avait été très marquée par le rejet des membres non blancs de la nation sud-africaine tel qu'il existait en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et ce rêve de bonheur de l'enfant est un bonheur qui est inaccessible à lui dans son identité devenue seulement blanche. Et il en est coupé, ce qui fait qu'il ne peut qu'observer cet enfant qui en fait est lui. Et le travail sur ce rêve lui a permis de retrouver sa part Xhosa et de renouer dans ses années de maturité avec cette nourrice, guérissant le clivage culturel de son complexe maternel. L'utilisation du terme de complexe en dehors de la sphère de la psyché individuelle doit être questionnée. Les auteurs en voient une justification dans le fait que les complexes personnels et culturels partagent les caractéristiques suivantes. Ils s'expriment par des humeurs fortes et des comportements répétitifs, une réactivité émotionnelle ou affective très chargée est leur carte de visite. Ensuite, ils résistent à nos efforts les plus héroïques pour les rendre conscients et restent, pour la plupart, inconscients. Ils accumulent les expériences qui valident leur point de vue et créent un entrepôt de souvenirs ancestraux d'auto-affirmation. Et les complexes personnels et culturels fonctionnent de manière involontaire et autonome et tendent à affirmer un point de vue simpliste qui remplace l'ambiguïté et l'incertitude quotidienne par des attitudes fixes, souvent fixées, moralisatrices, face au monde. En outre, les complexes personnels et culturels ont tous deux des noyaux archétypaux, c'est-à-dire qu'ils expriment des attitudes typiquement humaines et sont enracinés dans des idées primordiales sur ce qui a un sens, ce qui fait qu'il est très difficile d'y résister, d'y réfléchir ou d'y mettre fin. Le complexe est ce dont le sujet n'est pas fier, ce qu'il y a d'inaccompli dans l'individu
le point où, au moins pour le moment, il a subi une défaite, où il ne peut dominer ou vaincre, qui est indubitablement le point faible dans tous les sens possibles du terme. Le travail sur le complexe en thérapie est donc souvent douloureux et long. Il se fait par la circumambulation du complexe et de ses buts, c'est-à-dire l'éclairage du complexe sous tous ses aspects et dans toutes ses manifestations. Ce travail doit passer par l'émotionnel et par l'inconscient, car il faut arriver à parler aux aspects cachés et inconscients du complexe. L'utilisation des métaphores est souvent clé de la réussite. Par la différenciation et la confrontation, la dissociation peut être dépassée et on observe l'apparition de la fonction transcendante et du symbole. C'est le chemin de l'individuation. Le travail sur les complexes est permanent car ceux-ci forment la trame de la psyché. Par contre, le sujet peut prendre conscience du complexe inhibant qui l'empêchait d'avancer dans sa vie et il peut en corriger les effets et restructurer son mythe personnel. Le complexe reste souvent un point sensible auquel le sujet peut régresser dans les situations difficiles.